Stéphane Roussel, je suis professeur au département de sciences politiques de l'Université du Québec à Montréal et titulaire de la chaire de recherche du Canada en politique étrangère et de défense canadienne. OK. Le sujet de l'Arctique est devenu quelque chose qui est beaucoup plus étudié, beaucoup plus suivi depuis une dizaine d'années et de manière très soutenue depuis 5 ans, essentiellement en raison des changements climatiques, du réchauffement de la planète qui a un impact direct sur la situation dans l'Arctique. Si on veut voir un endroit dans le monde où il y a des changements, si on veut voir l'impact concret des changements climatiques, c'est d'abord dans l'Arctique qu'on le voit. Ce qu'on oublie souvent, c'est que l'Arctique n'est pas un continent émergé, c'est un océan. Littéralement, on a un nouvel océan qui est en train d'apparaître et avec toutes les conséquences géopolitiques que ça entraîne. Dans un monde comme ça, de scénarios ouverts, tout est possible et on peut aller des scénarios les plus optimistes aux scénarios les plus pessimistes quant à la suite des choses. Qu'est-ce qui va se passer dans la région? On peut voir cette situation-là évoluer d'une manière très dramatique dans laquelle, par exemple, le fait que des ressources pétrolières, gazières, diamantifères, des minerais soient disponibles va entraîner une course entre les différents États qui veulent s'approprier ou qui veulent s'assurer d'avoir accès à ces ressources-là et de pouvoir les exploiter. Il y a des écoles beaucoup plus optimistes, dont je suis, qui ont plutôt tendance à voir l'Arctique comme une zone de coopération possible, c'est-à-dire un endroit où les États vont plutôt travailler ensemble pour que ce soit exploiter les ressources ou assurer les services, et que le potentiel de conflit réel entre les États est beaucoup moins important que ce que l'on pense. C'est une des très rares fois dans l'histoire, et en fait, il faut remonter au début du 20e siècle pour trouver un cas semblable, une des très rares fois où vraiment le territoire canadien est en jeu d'une manière significative et que ça soulève autant de passion. Pour le gouvernement Harper, en fait, mais ce serait vrai pour plusieurs partis politiques, l'Arctique est une cause parfaite. C'est-à-dire que, d'une part, les Canadiens se retrouvent, ils sont très attachés à l'Arctique, ils s'identifient à l'Arctique. Tout gouvernement ou toute formation politique qui voudrait jouer sur une forme de nationalisme canadien pourrait utiliser l'Arctique, les images de l'Arctique, ils pourraient et surtout dépeindre l'Arctique comme étant une région qui est assiégée, dans laquelle il faut défendre contre des forces étrangères. Mais c'est une manière de jouer sur le nationalisme. Pour un gouvernement conservateur en particulier, pour un gouvernement qui met l'accent beaucoup sur la loi et l'ordre, sur la répression du crime, sur le contrôle de la société, c'est une cause qui est parfaite parce qu'on peut dire on défend le territoire canadien contre des menaces étrangères et donc il faut s'armer, il faut s'équiper, il faut être présent sur le terrain. Nobody can move the Army and its equipment over great distances faster than the Air Force. When it comes to large-scale operations like Opnanook 10, the Air Force played a key role in projecting the Army into remote areas of Canada's Arctic. Un autre aspect intéressant de ça, et c'est quelque chose auquel les Canadiens sont absolument pas habitués, c'est que de plus en plus, à l'étranger, et surtout en Europe et aussi presque naturellement en Russie, on va avoir tendance à voir les Canadiens comme étant en grande partie responsables de cette tendance à la militarisation de l'Arctique. Parce que les Canadiens sont parmi, on va les considérer comme les plus agressifs, ceux qui font le plus grand nombre de nouvelles annonces, ceux qui, à toute proportion gardée, vont déployer le plus de matériel, vont conduire le plus d'exercices militaires. Même si en termes absolus, en termes de nombre absolu, la Russie est loin devant les autres, mais en termes de nouveaux investissements et de présence nouvelle, le Canada est, somme toute, beaucoup plus agressif que les autres. Et c'est vrai que si on aligne les achats d'équipements ou les achats d'infrastructures, la construction d'infrastructures que font les différents gouvernements dans l'Arctique, on a l'impression que tout le monde est en train de s'armer et tout le monde est en train de se préparer pour une guerre. Il faut d'abord garder à l'esprit que c'est une zone absolument immense, l'Arctique, et l'Arctique canadien. Si on parle seulement de l'Arctique canadien, on parle d'un territoire de 4 millions de kilomètres carrés, ce qui est énorme. Il s'agit de se déplacer sur de très, très grandes distances. Il s'agit aussi d'affronter des conditions qui sont hostiles ou qui sont potentiellement dangereuses à cause du climat, à cause des difficultés que pose l'absence d'infrastructures. Donc, une organisation comme les Forces canadiennes est peut-être celle qui est le mieux à même d'assurer la présence du gouvernement dans la région.
Au cours des dernières années, le gouvernement canadien a pris un certain recul par rapport au Conseil de l'Arctique et a tendance plutôt à privilégier des discussions qui concernent uniquement les 5 États riverains autour de l'océan Arctique, c'est-à-dire le Canada, bien entendu, les États-Unis, la Russie, le Danemark et la Norvège. Donc, laissant de côté un certain nombre d'États et surtout aussi les participants et les observateurs au Conseil de l'Arctique. Ce qui est perçu comme un geste un peu curieux de la part d'un État qui est si commis au multilatéralisme puis aux organisations internationales. Donc, de vouloir revenir à une forme de négociation derrière des portes closes qui réunit un petit groupe d'États. Donc, ça aussi, c'est très mal perçu, non seulement par les États qui sont mis de côté, mais aussi par tous les gouvernements qui considèrent qu'ils ont un intérêt dans l'Arctique, mais qui ne peuvent pas participer à des négociations comme celle-là. Le comportement du gouvernement canadien semble un peu anachronique. Anachronique dans le sens où il mise beaucoup, peut-être trop, sur les forces armées. C'est légitime jusqu'à un certain point, mais peut-être qu'il va un pas trop loin là-dedans. C'est anachronique dans la mesure où s'il tend à vouloir se concentrer sur un nombre limité d'interlocuteurs et non pas essayer d'ouvrir ce dialogue au plus grand nombre, oui, ça, on peut considérer que c'est anachronique. Et d'une manière, même tout ce débat au Canada sur la souveraineté du Canada dans l'Arctique, ce discours qui présente le Nord canadien comme étant assiégé ou comme étant l'objet de convoitises par d'autres gouvernements, ça aussi, ça semble un peu anachronique au sens où c'est comme une espèce de crainte qu'on pouvait avoir à une autre époque, mais qu'au 21e siècle est peut-être un peu dépassée. On n'a plus tendance nécessairement à voir les relations internationales, et surtout pas en Amérique du Nord ou en Occident, de cette manière-là. Il y a une différence entre la manière dont les Québécois et peut-être les autres citoyens canadiens vont voir l'Arctique. Au Canada anglais, on a plus tendance à voir l'Arctique justement comme étant un problème de souveraineté où il faut contrôler le territoire, alors que dans l'opinion publique québécoise, on va plus mettre l'accent sur les questions économiques, mais surtout environnementales. Le problème de l'Arctique, c'est d'abord et avant tout un problème environnemental pour les Québécois, ce qui crée une petite différence dans les opinions publiques québécoises et canadiennes. Mais dans les deux cas, c'est très clair que et les Canadiens et les Québécois aiment l'Arctique.